40 000, 50 000 ou 60 000, je pense qu'on peut pas non plus passer à côté que, en 2022, il y en avait près de 40 000 qui avaient des permis temporaires de travail. Donc, ils doivent être inclus dans ces consultations-là. On doit en tenir compte par la suite, pour la suite des travaux. Et je vous dirais que seulement que par le RATMAC, on en a accueilli 17 500 à l'aéroport de Montréal depuis le 1er janvier 2023. Donc, ça ne tient pas compte de ceux qui sont arrivés avant, mais on a une très bonne comptabilisation statistique des travailleurs qu'on rencontre depuis le 1er janvier et on est à 17 500 en date d'hier. Alors, aussi, ça m'amène à souligner l'importance du financement des organismes qui interviennent auprès de ces travailleurs et également, si on peut se permettre de dire l'importance aussi d'aller récupérer les fonds fédéraux pour qu'ils soient remis à des organismes du Québec et non répartis par des organismes qui assurent la transition de ces sommes-là. Donc, l'importance d'aller chercher des sommes aussi accordées par le fédéral pour les ramener et les injecter dans les bons organismes ici au Québec. Alors, Michel Pilon, directeur général du RATMAC, je fais une autre partie. Moi, je m'occupe beaucoup des questions de droit de ces travailleurs-là. On les défend d'ailleurs devant les tribunaux, tribunal du travail principalement, et on dépose des plaintes aux normes et les cas d'accident de travail non déclarés. C'est plus de 522 dossiers actuellement au RATMAC qu'on a travaillé au cours de la dernière année, ce qui est même énorme. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg, dans le sens que les travailleurs en général ont peur de déposer des plaintes parce que justement ils ont des permis fermés. Et de là, mon propos sur les permis fermés, le RATMAC veut l'abolition des permis fermés. Pour nous, c'est de l'esclavagisme moderne tel que dit par le rapporteur général. Tout dernièrement, d'ailleurs, le RATMAC a fait des représentations auprès du rapporteur général le 2 septembre dernier. Autre chose aussi qu'on demande, c'est bien sûr la promotion, bien sûr, des droits des travailleurs. Les informer de leurs droits, c'est important. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à l'aéroport de Montréal en leur donnant un agenda que je peux d'ailleurs vous montrer ici. Un bel agenda avec toutes les informations, avec des codes QR sur les droits ici au Québec. Ça leur permet aussi de mettre leurs heures de travail, parce que si jamais il y avait une problématique devant les tribunaux, quand c'est pris d'une façon contemporaine, c'est considéré comme une preuve. Alors, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Autre chose aussi, on demande aussi la régularisation des personnes. Nous sommes d'accord et bien sûr à cette régularisation-là. On souhaite bien sûr un statut plus large, inclusif et permanent pour les travailleuses et travailleurs migrants agricoles et de la transformation alimentaire. Beaucoup, malheureusement, se sont retrouvés comme des sans-papiers du jour au lendemain à cause du système de permis fermé. Et malheureusement, on est obligé souvent, ils sont obligés de travailler au noir. Comme par exemple du côté de la ferme Jean Lemay, là, je ne sais pas si vous avez vu la facture cette semaine, ça a été assez éloquent de la manière qu'on traite ces personnes-là. Malheureusement, M. Lemay continue encore ses frasques. Si vous allez encore à Saint-Jude, il y a encore des autobus de travailleurs qui n'ont aucun permis de travail et qui vendent un peu partout, bien sûr, encore aujourd'hui. Enfin, on parle bien sûr d'accorder à l'ensemble des travailleurs étrangers un accès égal et inclusif à la résidence permanente. Ce que nous souhaitons, c'est que ces travailleurs puissent avoir accès. Et je vous donne un exemple comme Eddie dans le film Essentiel, qui a été ici pendant 10 ans, qui a appris le français, qui a réussi son niveau 8 et qui n'a pas accès à la résidence permanente, qui voudrait que sa famille vienne vivre ici. Et je pense que c'est un candidat qui serait très intéressant pour le Québec. Alors, c'est quand même quelque chose d'important. Et quand on parle de régionalisation, il est dans les régions. Alors, ces enfants iraient étudier dans des écoles francophones, dans des villages francophones. Ils deviendraient des francophones du jour au lendemain. Enfin, je vais conclure avec ça. Nous demandons bien sûr une augmentation progressive de la résidence permanente en 2024. On souhaiterait qu'on augmente bien sûr le nombre d'immigrants ici au Québec. Moi, je pense que c'est une question aussi par rapport au reste du Canada où le Québec pourrait perdre, dans le fond, aussi son poids démographique par rapport au reste du Canada. C'est quand même important qu'on le fasse, mais qu'on le fasse bien avec la francisation. Le niveau de français que nous souhaitons, on souhaiterait un niveau 4
pour les travailleurs, bien sûr, agricoles. Il faut comprendre que on n'a pas besoin un niveau 7 là, pour un travailleur agricole qui travaille dans le champ. Là. Un simple niveau 4, un français fonctionnel pour pouvoir travailler, je pense que ça serait pour nous suffisant. Je te laisse aller. Merci. Bonjour, Denise Gagnon. Je suis vice-présidente par intérim. On sort en fin de semaine de notre Assemblée générale, donc on a des renouvellements au CA. Moi, j'ai une expérience beaucoup en solidarité internationale, fait qu'à ce titre-là, évidemment, je suis en appui là, au conseil d'administration sur les questions de normes fondamentales du travail et les conventions internationales. D'ailleurs, cette année, on organise au mois de décembre, le 18 décembre, jour mondial des travailleurs migrants, une conférence internationale sur le sujet. Dans le cadre du 20e anniversaire de la Convention non ratifiée par le Canada sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Donc, il y aura des invités du Guatemala, du Mexique et tout ça. Donc, à ce titre-là, évidemment, vous allez constater dans le mémoire, on demande la ratification. Le Québec siège à côté du Canada à Genève. Moi, j'y ai été quelques années. Donc, je sais qu'on a notre voix aussi concernant les normes fondamentales du travail et qu'on peut influencer le gouvernement canadien sur ces questions-là et notamment les travailleurs et les employeurs pour ce qui est du travail. Donc, les conventions 97, 143... sur les permis, on est enchanté cette semaine de constater une certaine ouverture à des alternatives aux permis fermés parce que c'est vraiment un modèle toxique, puis pas juste au Canada, dans d'autres pays aussi, qui amène les travailleurs à ne pas dénoncer les sévices qu'ils subissent ou les abus ou les problèmes de droit et tout ça. Et puis, à cet égard-là, on remercie beaucoup le ministère de l'Immigration qui soutient notre travail aussi. On a plusieurs autres financements, mais on arrive quand même de l'aéroport jusqu'à leur retour à les accompagner là-dedans. Et ça nous permet d'appuyer les démarches du Québec dans l'application des droits, comme Michel l'a mentionné. Donc, on va vous laisser les questions. Sur la question du français, moi, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais je sais très bien qu'on a dans nos rangs, puis même à notre conseil d'administration, on a un travailleur étranger qui a pris son français par les trucs Internet, les lingots, tout ça. Et puis, un français excellent, il a travaillé dans plusieurs fermes, autant à Rimouski qu'à Chicoutimi. On a été faire la tournée à Saint-Félicien et les gens veulent s'intégrer, ils sont déjà dans les régions. Alors, si j'en crois M. Dermott qui nous dit récemment dans l'actualité que régionaliser, c'est difficile, bien nous autres, avec les travailleurs qu'on représente actuellement, ils sont dans les régions, ils sont associés aux différents groupes de la société civile, que ce soit des fois au niveau religieux, on le sait, au niveau de l'Amérique latine, c'est une communauté très pratiquante, des fois c'est par ce réseau-là ou d'autres réseaux. Donc, on vous invite à considérer sérieusement cette masse de personnes qui veulent être ici, qui veulent continuer à travailler et ne pas négliger la question de la réunification familiale parce que c'est un défi majeur là, quand tu laisses tes enfants puis tu ne les vois pas avant qu'ils soient rendus à l'université. Là, ça pose un problème là, sérieux de santé mentale aussi pour ces personnes. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner du côté de la ministre qui a laissé un petit peu le temps aller là, pour vous laisser terminer votre présentation. Alors, Madame la ministre, il vous reste 14 minutes 56 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, un grand merci à vous quatre. Je suis très contente d'avoir l'occasion de vous revoir. On s'était rencontrés déjà à nos bureaux et M. Pilon aussi lors de mes rencontres régionales en région. On s'est revus quelques fois, donc merci beaucoup et surtout merci pour votre travail. Merci pour votre engagement parce que vraiment vous travaillez à diffuser une information qui est cruciale pour la qualité de vie des personnes qui viennent travailler ici de manière saisonnière. Donc un immense merci pour ça parce que ça joue positivement sur des parcours de vie, des trames de vie. Puis je pense que vous permettez de mieux faire connaître la société québécoise dans ce qu'elle a à offrir en termes de protection des droits. Et ça, c'est important, que les gens associent le Québec à une protection des droits pour des travailleurs étrangers également. Donc, un grand merci pour ça. Bien contente que vous participiez à cet exercice. Vous nous l'aviez annoncé, M. Pilon, et que vous alliez être là. Alors, on y est. Et merci aussi pour votre appui, vos commentaires positifs là, sur la démarche que l'on a entreprise avec le comité
des partenaires du marché du travail. C'est un exercice qui va être important de mener et de voir à bien identifier l'ensemble des alternatives, des impacts d'une part, dont vous nous parlez régulièrement, des permis de travail fermés, des situations de vulnérabilité que ça peut faire surgir, et puis également des alternatives, des voies de solution qu'on pourra considérer. Nous, c'est sûr que par la suite, on verra travailler ça avec le fédéral, qui est celui donc, qui émet les permis de travail. Donc, il y a des discussions importantes qui seront à tenir par la suite, mais au moins d'avoir un portrait clair sur les outils qui sont à notre disposition pour des alternatives. Ça va être un exercice important. Donc, merci pour ça. Je vous amène à partir d'ici sur votre mémoire. En fait, vous avez vu notamment qu'avec le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, qui remplacera le PRTQ, on a vraiment veillé à développer une passerelle qui permettrait à des gens pour qui la résidence permanente actuellement est très difficile d'accès, d'avoir un pont, une passerelle donc qui les mènera vers la résidence permanente. Donc ça, c'est une création qu'on a présentée au printemps dernier. J'aimerais vous entendre sur la réelle possibilité que ça offrira, de votre point de vue, pour les personnes qui ont des compétences manuelles et intermédiaires pour atteindre la résidence permanente. Puis, on a justement veillé à moduler la connaissance, les exigences en matière de français. Donc, on les a rabaissées au niveau 5 pour la connaissance orale. Et il n'y a pas d'exigence pour la connaissance du français écrit qui soit associée donc aux professions à compétences soit manuelles ou intermédiaires. Donc, est-ce que pour vous, d'une part, vous voyez ça positivement et quel est l'impact que vous prévoyez là, quant au développement de ce volet 2 du PSTQ? Grosso modo, le ministre, que ce soit le niveau 5 ou le niveau 4, on parle du niveau 4, nous, parce que dans le reste du Canada, c'est un niveau 4 qu'on demande. Alors, pourquoi ce serait différent au Québec? Mais là, pour ça, parce que c'est à cause du français, j'ai pas de problème. Si vous me parlez que le niveau 5, c'est seulement l'oral, c'est déjà quelque chose d'intéressant. À l'écrit, il n'y a rien de prévu. Oui, tout à fait. Au niveau de si jamais il coulait uniquement au niveau de l'écrit, là, je me poserais des questions. Mais je pense que ce qu'on a besoin au niveau de ces travailleurs-là, c'est un français fonctionnel oral, simplement. Et de ce côté-là, on est prêt à reconnaître cette partie-là, sans aucun problème. Comme je vous dis, d'emblée, avant, ces travailleurs-là n'avaient même pas accès à la résidence permanente. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils l'aient. Comme je vous dis, je pense que vous avez vu le film Essentiel, Eddie a vu sa famille 3 mois sur 10 ans. C'est pas normal. Écoutez, il est ici 11 mois et demi par année à travailler et il retourne 2 semaines. C'est 2 semaines de vacances, ou quand il y a eu 3 ans, c'était 3 semaines. Là. Il retournait 3 semaines. Mais c'est pas une vie familiale, ça. Lui, ce qu'il veut, c'est de voir sa famille, voir ses enfants apprendre le français puis de venir vivre ici. Puis je pense qu'il a fait un très bon travail. Il a prouvé ici aux Québécois qu'il avait sa place ici. Et c'est dans ce sens-là que je souhaite cette ouverture-là vers les travailleurs temporaires, tout simplement, et de bas salaire. Parce que, bien sûr, on parle, bien sûr, ces travailleurs-là de bas salaire. Parce qu'on en a autant besoin d'eux que des universitaires, puis des ingénieurs et tout ça, là. Je pense qu'on a autant besoin d'eux qu'on a besoin de médecins, puis d'ingénieurs ou d'infirmières ou de préposés aux bénéficiaires. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là, on veut, dans le fond, qu'on reconnaisse le droit à tous les travailleurs temporaires, quelle que soit la manière qu'ils sont arrivés ici ou sur quel programme, à la résidence permanente. On est très conscient qu'il faut qu'ils prennent le français. Puis moi, je suis un francophile, j'y crois aussi. Moi, je pense qu'un immigrant doit apprendre le français lorsqu'il vient vivre au Québec. Et ça fait partie, bien sûr, de notre ADN. D'ailleurs, peut-être, tu pourrais peut-être en rajouter peut-être un petit peu plus. J'aurais peut-être quelque chose à compléter. Si je peux me permettre aussi de dire que ça va être important. On a beau dire qu'on abaisse le niveau de français et que ça va être un français oral et non écrit, mais il faut aussi donner des moyens aux entrepreneurs, aux entreprises, à nos agriculteurs d'être capables d'accorder des temps de francisation. Il y a des programmes, il y en a un récent, entre autres, où est-ce qu'on peut libérer des gens pour qu'ils puissent faire de la francisation en milieu de travail. Mais les programmes, bien qu'ils peuvent exister, il faut qu'ils soient utilisés. Et donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là, ce qui n'est pas du ressort de notre mission à nous. Mais même obtenir un niveau de français 5, c'est quand même... il y a quand même des niveaux de difficulté de liés à ça. Pour des travailleurs qui vont faire des 15 heures par jour, des 60-70 heures par semaine, trouver
les 3 heures par jour nécessaires à faire un peu de francisation, ça peut s'avérer difficile. Le processus peut être long, même si c'est seulement qu'à l'oral. Donc, il faut absolument que ces programmes-là soient mis en œuvre ou que des programmes spécifiques de mise en œuvre. Il y a de la grille francisation, oui, mais il faut encore développer davantage pour qu'ils puissent réussir à obtenir leur niveau de français. Madame. C'est une chose que la COVID nous a appris, parce qu'on sort d'une période quand même assez difficile là, sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, c'est que la question de la sécurité alimentaire implique aussi des travailleurs qualifiés. On a beau dire bas salaire, non qualifiés, mais il en demeure pas moins. Et puis ça, on s'entend à la table de concertation avec l'UPA et les différents partenaires que c'est un travail qualifiant. C'est soit travailler dans une ferme ou dans une usine de transformation alimentaire. Ça exige des qualifications professionnelles aussi. Ça fait que je veux juste pas tomber dans « c'est pas des travailleurs qualifiés ». Non, ils ont leurs qualifications propres. Et ce qu'on a appris, c'est que ce qui a donné suite au film essentiel, cette chaîne d'approvisionnement-là, elle est majeure. L'Association québécoise en coopération internationale tient toute cette année son thème sur la sécurité alimentaire, puis on va participer avec eux là, pour ce secteur-là, pour faire des échanges. L'autre chose qu'on a appris aussi pendant la COVID, c'est que on dit aux employeurs, il faut libérer les gens un peu sur leur temps de travail, peut-être avant qu'ils commencent leur travail, une semaine ou 2 avant, pour au moins qu'ils apprennent les droits civiques, un peu les principes de français. On en fait un peu de francisation. On n'est pas un organisme de francisation, mais on en fait. Et on avait développé avec un organisme communautaire un modèle particulier d'accueil. Puis là, ils nous disaient, ben non, c'est pas possible. Là. Alors, la COVID, on a fait venir les travailleurs 2 semaines à l'avance pour les isoler, puis leur dire comment prendre soin, puis pas contaminer personne, puis tout ça. On pourrait faire la même chose pour qu'ils aient un apprentissage minimal de base sur ne serait-ce que la culture du travail en français. Prenez par exemple la lecture des produits toxiques dangereux, les pesticides. Bien, si tu ne peux pas lire les consignes de danger, tu te mets ta santé et sécurité en péril. Là. On a vu, on a gagné une cause qui est maintenant bien connue sur la contamination d'un travailleur. Bien, peut-être s'il avait été à mesure de comprendre ces consignes-là, il y aurait eu moins de difficultés ou moins de contamination. Donc, on pense que oui, c'est faisable. La COVID nous a enseigné qu'ils sont des travailleurs essentiels, ils sont qualifiés, puis il y a moyen avec les employeurs, qu'on s'entende, parce qu'actuellement, ils n'ont pas de voix, ceux qui ne sont pas syndiqués, surtout, parce qu'en plus, on les a désyndiqués dans le cas du travail, là, les petites fermes. Alors, il faut leur donner cette voix-là, puis la possibilité de s'organiser pour